Alors, ce cours va concerner l'aneuploïdie. En fait, ça correspond à quelque chose que vous allez étudier, vous, élèves de première de spécialité SVT. En fait, et bon, c'est un petit peu une exception que je vous fais là, c'est simplement la lecture de ce que j'ai vu sur Wikipédia concernant cette aneuploïdie. Donc vous allez voir qu'il existe des dysfonctionnements, donc des anomalies au cours de division cellulaire. Et on va se poser la question, en fait, quelles sont les causes et les conséquences des anomalies se déroulant au cours de la mitose et de la méiose. Eh bien, on parle souvent d'aneuploïdie. Alors, donc là, il s'agit du cours numéro 7, anomalies au cours de division cellulaire, que seront la mitose et la méiose. Alors, souvent, les processus de division cellulaire vont permettre de répartir de manière équitable tous les chromosomes dans les cellules filles. Donc, si par exemple on prend la mitose, eh bien, on sait bien qu'au terme de la mitose, on aura bien eu une reproduction conforme du matériel génétique. Donc, ça veut dire que si par exemple, en prenant le cas de l'espèce humaine, vous avez 23 paires de chromosomes dans chacune des cellules, et par exemple, si on prend le cas de la cellule fille, évidemment, au cours de la mitose, de la première mitose concernant cette cellule œuf, vous allez obtenir 2 cellules filles qui contiendront chacune 23 paires de chromosomes. Donc là, on voit bien qu'il y a une reproduction qui est conforme en qualité et en quantité entre parenthèses. Donc ça veut dire qu'avant l'entrée en mitose de la cellule œuf, il faut qu'il y ait eu une duplication du matériel génétique selon un mécanisme de réplication semi-conservatif. Bon, donc on a, que ce soit la méiose ou la mitose, donc on a des phases que l'on appelle prophase, métaphase, anaphase, télophase. Normalement, les choses se déroulent bien, mais quelquefois, on peut avoir une anomalie. Anomalie, par exemple, s'il manque au terme de la mitose, s'il manque un chromosome dans l'une des 2 cellules filles, ça peut avoir des conséquences importantes, ou s'il y a au contraire un chromosome supplémentaire, ça peut avoir des conséquences également importantes. Donc, que ce soit mitose ou méiose, des anomalies peuvent se produire. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner quelques mots que Wikipédia va nous proposer concernant cette aneuploïdie, mais d'abord essayons de comprendre dans ce cours numéro 7 ces anomalies au cours de la mitose. Vous pouvez observer une mitose anormale où on vous montre la formation de 4 pôles du fuseau de division, ce qui bien évidemment provoque la mort de la cellule. Normalement, on a au niveau du fuseau mitotique, dans ce cas, puisque l'on parle de la mitose, on a 2 pôles au niveau de la cellule, et à partir de ces 2 pôles, vous avez des protéines qui vont se polymériser, donc à partir d'un centre organisateur, et qui va aller chercher les centromères des différents chromosomes. Eh bien, si pour une raison ou pour une autre, au lieu qu'il y ait seulement 2 pôles organisateurs, il y en a 4, évidemment, on va avoir des fibres dans tous les sens, et puis des centromères vont pouvoir être fixés par deux protéines fibreuses, admettons, bon, ce qui serait évidemment très gênant. Bon, en général, la cellule ne survit pas, donc il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Voilà, donc des anomalies importantes peuvent se produire, ça conduit en général à la mort de la cellule, mais dans d'autres cas, la cellule va survivre, mais échapper au contrôle du cycle cellulaire. Cycle cellulaire, on rappelle, qui est une succession entre interphase et puis une phase où il va y avoir une division cellulaire. Quelquefois, un chromosome ne se sépare pas correctement. Voilà, donc ce type d'anomalie, au cours de ce type d'anomalie, on parle de non-disjonction et on parle d'aneuploïdie. Donc ça va conduire à la formation d'une cellule qui ne vont pas avoir le nombre normal de chromosomes. Donc soit il va y manquer un chromosome, soit il va y avoir un chromosome en trop. Imaginons au cours de la métaphase qu'un chromosome, donc que les 2 chromatides d'un chromosome soient fixés par des fibres qui proviennent du même pôle. Lors de l'anaphase, évidemment, on va se retrouver avec un pôle qui possédera un chromosome en trop et l'autre pôle un chromosome en moins. Donc à ce moment-là, on voit bien que nos 2 cellules filles ne vont pas avoir l'une et l'autre le même nombre de chromosomes. L'une en a trop et l'autre en a pas assez. Donc on parle d'aneuploïdie.
Concernant les cancers, eh bien, on note que environ 85% des cancers, dans le cas des cancers, on observe des aneuploïdies. Les cellules cancéreuses ont tendance à prendre ou à acquérir des chromosomes en nombre, donc soit trop de chromosomes, soit pas assez. Alors les causes, évidemment, de cette aneuploïdie, on va en parler tout à l'heure lorsque je vais faire une lecture sur ce que l'on propose sur Wikipédia. Bon, ce sont des connaissances que je vous offre en plus. Bon, ce ne sont pas mes connaissances, ce sont les connaissances qui sont inscrites sur Wikipédia. Attendez la fin de ce cours et vous allez voir, je vais en faire la lecture. Alors, les causes possibles d'une mauvaise répartition des chromosomes, vous imaginez par exemple des anomalies du fuseau de division qui peuvent conduire à une aneuploïdie. Donc, vous avez par exemple un schéma interprétatif où on vous présente deux chromatides et des fibres qui sont donc les deux centromères. Donc le centromère de chaque chromatide est fixé par des fibres qui proviennent du même centre organisateur, donc d'un même pôle. Et au moment de l'anaphase, eh bien, comme l'une des deux chromatides n'est pas fixée par son centromère à une fibre qui provient du pôle opposé, eh bien, lors de l'anaphase, eh bien, la dépolymérisation des protéines fibreuses va faire que les deux chromatides vont aller vers le même pôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans le cas où le centromère d'une chromatide est fixé à des fibres appartenant aux deux pôles, aux deux fibres, donc deux centromères qui sont fixés par les fibres du même centre organisateur, va faire que on va avoir une chromatide surnuméraire au niveau d'un pôle. Et donc, il va en manquer un de l'autre côté, évidemment. Alors, on a remarqué que le taux d'aneuploïdie va être fonction de la concentration de certains produits. Alors, certains facteurs environnementaux vont augmenter la probabilité des anomalies, des facteurs qui proviennent de l'activité humaine. Autrement dit, donc une étude expérimentale qui a été faite par l'IFREMER a permis d'établir un lien entre différents polluants et le taux d'aneuploïdie. On va voir que l'atrazine, qui est un herbicide qui est utilisé en agriculture, se retrouve souvent dans les milieux aquatiques. Alors, on a fait une étude sur les huîtres. Donc, on a pris des lots avec un certain nombre d'huîtres et élevés en milieu contrôlé, et on les a exposés à l'atrazine pendant un certain temps. Et le résultat est assez effarant, parce qu'on constate que le pourcentage d'aneuploïdie selon la concentration de l'atrazine, eh bien, donc lorsque la concentration de l'atrazine augmente, eh bien, le taux d'aneuploïdie augmente. Concrètement, par exemple, si on a une concentration d'atrazine de 0, donc il n'y en a pas, on a un pourcentage chez les huîtres d'aneuploïdie de 10%, un petit peu moins de 10%, 7 à 8% à peu près. Lorsque l'on met 0,01 mg par litre, puis 0,1 mg par litre, donc on augmente la concentration, eh bien on s'aperçoit que respectivement, le taux passe à 16-17% d'aneuploïdie par rapport à nos 8%, et on voit bien qu'il y a eu une augmentation, et 22% pour la concentration de 0,1 mg. Donc là, on voit qu'il y a une très nette corrélation entre le taux d'atrazine et le taux d'aneuploïdie. Autrement dit, là, ça pose la question des pesticides. Est-ce que certains types de molécules va faire en sorte que le développement de certains cancers, en tout cas, va pouvoir être mis en évidence donc par ces polluants de l'environnement qui n'en finissent pas de polluer et d'embêter la population. Bon, donc aux politiques de faire leur travail de manière à ce qu'il y ait le moins de personnes possible qui souffrent des conséquences de ces produits. Voilà, oublions un petit peu maintenant les anomalies qui sont dues à la mitose pour passer aux anomalies de la méiose qui sont très lourdes de conséquences, puisqu'une anomalie, par exemple, va pouvoir conduire à ce que l'on appelle la trisomie 21. On dit aussi le syndrome de Down, qui concerne en moyenne un enfant sur 700 naissances à peu près. Alors, les personnes qui sont atteintes ont des traits caractéristiques. Et souvent, il y a des malformations internes. Le sujet présente un handicap mental, plus ou moins sévère. Alors évidemment, il faut une éducation adaptée auprès de ces enfants. Alors on s'aperçoit on parle de trisomie 21, ça veut dire que la paire de chromosomes 21, il n'y a pas deux chromosomes 21,
il y a un troisième chromosome 21. Donc 3 chromosomes 21, d'où le terme de trisomie 21. Donc la chromosomie, enfin le chromosome 21 est le plus petit des chromosomes humains, il porte environ 200 à 300 gènes. Alors certaines protéines qui résultent de l'expression des gènes du chromosome 21 vont se trouver en quantité surnuméraire. Et de plus, on a montré que des protéines codées par les gènes localisés sur d'autres chromosomes sont concernées également par cette trisomie 21 et de ce fait-là, les autres protéines vont se trouver également en nombre surnuméraire, enfin en quantité surnuméraire. Donc ce qui va expliquer certaines anomalies en parallèle à celles qui concernent le chromosome 21. Bon, l'anomalie est présente en général dès la cellule œuf, alors elle n'est pas héréditaire, mais son origine doit être recherchée dans les mécanismes de la méiose, avec notamment si par exemple il y a, admettons, comme on avait dit dans la mitose, au cours de la métaphase, admettons, par le jeu des protéines fibreuses en fait qui doivent aller chercher les centromères, eh bien on s'aperçoit que par une anomalie, on peut avoir une non-disjonction et faire en sorte que le chromosome 21, un chromosome 21 par exemple, se trouve attiré d'un côté et pas de l'autre. Donc on peut très bien ne pas avoir de séparation des chromosomes homologues concernant ces chromosomes 21. Voilà, bon. Donc, anomalie chromosomique, anomalie lors de la méiose qui va permettre la formation d'une trisomie 21, alors que les chromosomes sexuels XY peuvent être normaux, donc ça peut être un garçon ou une fille. Bon. Donc la plupart des anomalies chromosomiques sont éliminées, car les embryons dans ce cas ne sont pas viables, et c'est une cause importante d'avortement spontané en tout début de grossesse. Alors certaines anomalies, par contre, trisomie par exemple, sont compatibles avec la vie, comme la trisomie 13 ou la trisomie 18, XXY également, ou également la monosomie, par exemple, où il y a un seul chromosome X. Voilà, donc nous avons essayé de comprendre les causes, les conséquences d'anomalies chromosomiques, qui sont importantes, qui sont à relier avec donc la fixation des chromosomes, donc des centromères, en fait, par les protéines fibreuses, qui viennent chercher les centromères, et quelquefois des anomalies vont faire que deux chromosomes, par exemple dans le cas des chromosomes homologues de la méiose, vont se trouver du même côté, ou alors si on parle de la mitose, eh bien deux chromatides vont pouvoir se retrouver du même côté alors qu'elles devraient être séparées. Bon, voyez, vous pouvez imaginer un petit peu tous les cas possibles. Alors bien sûr, il faut connaître pour comprendre les mécanismes de la mitose et de la méiose que nous avons vus dans les cours précédents. Voilà, donc nous avons compris donc les causes et les conséquences des anomalies se déroulant au cours de la mitose ou de la méiose. Maintenant, je voudrais, avant de terminer ce cours, vous faire une simple lecture de ce que l'on note concernant l'aneuploïdie, qui caractérise une cellule qui ne possède pas un nombre normal de chromosomes. C'est une anomalie génétique, c'est une mutation, on va dire, entre guillemets, qui peut être viable ou non. Elle l'est généralement chez les plantes, rarement chez les mammifères. La recherche d'une aneuploïdie fœtale fait partie du dépistage prénatal. Alors cette aneuploïdie va causer des malformations qui vont quelquefois être handicapantes et non viables chez les mammifères. Mais les amphibiens et les poissons, par exemple le gardon, Rutilus rutilus, selon Linné, qui vit en Espagne ou au Portugal, possède un triple jeu de chromosomes, mais dont l'un est rendu muet par un mécanisme que l'on ne comprend pas encore, et qui pourrait peut-être, espèrent certains chercheurs du moins, donner lieu dans l'avenir à de nouvelles thérapies. Alors, quel est le principe concernant ces aneuploïdies? Une cellule diploïde normale possède 2 copies de chaque chromosome présent dans le noyau, soit par exemple 46 chromosomes dans l'espèce humaine, ou alors on dit aussi 23 paires, et c'est le cas par exemple de toutes les cellules somatiques et des cellules germinales primordiales qui possèdent un double jeu de chromosomes, donc 23 paires. Une cellule haploïde, donc chez les gamètes, ovules, spermatozoïdes, quant à elle, ne possède qu'une seule copie de chaque chromosome, soit 23 chromosomes dans l'espèce humaine. Donc dans les gamètes, on n'a pas 23 paires, mais 23, suite justement à la méiose, où il y a eu une réduction du nombre de chromosomes dans chaque cellule fille.
Bon, donc une cellule aneuploïde aura inversement un nombre anormal de chromosomes. Elle pourra avoir par exemple 45 ou 47 chromosomes au lieu de 46 chez l'humain. De manière simplifiée, on pourrait dire que le ou les chromosomes surnuméraires proviennent d'une duplication de l'ADN dans les cellules sans qu'il y ait eu de mitose par exemple, ou d'une mitose qui s'est mal déroulée en raison d'une ségrégation inégale des chromosomes ou d'un défaut éventuellement de cytodyrèse, c'est-à-dire concernant une mauvaise séparation des deux cellules filles, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la télophase en fait. Donc peut-être en raison d'un défaut de contrôle de la ploïdie des cellules par le centrosome. Donc là, on voit bien que le fuseau mitotique, par exemple, intervient dans ce cas-là. Donc chez l'humain, la fréquence et le risque d'aneuploïdie de l'embryon et du nouveau-né augmentent avec l'âge de la mère, et elle est présente dans près de la moitié des fausses couches spontanées et peut justifier un diagnostic pré-implantatoire pour en diminuer le risque. Une certaine famille de protéines, dite famille Aurora, comprenant 3 sérines tréonine kinase A, B, C chez l'humain, régule la ségrégation des chromosomes et la cytokinèse. Il a été constaté que ces 3 protéines sont exprimées dans un nombre élevé, très élevé même, de tumeurs caractérisées par une aneuploïdie et une amplification des chromosomes. Parmi ces 3 kinases, seule Aurora grand A possède un réel potentiel oncogénique, c'est-à-dire qui peut provoquer des cancers. Alors quels sont les différents types d'aneuploïdie? On distingue 2 types d'aneuploïdie, soit une aneuploïdie par défaut, soit une aneuploïdie par excès. Par défaut, ça veut dire qu'il y a un chromosome en moins, et par excès, ça veut dire qu'il y en a un en plus. Alors l'aneuploïdie par défaut, on l'appelle aussi la monosomie. Elle correspond à la perte d'un chromosome. C'est le cas par exemple du syndrome de Turner, où un individu de phénotype féminin n'aura qu'un chromosome sexuel au lieu de XX. Donc il aura un seul X. On note dans ce cas-là la perte de chromosome sexuel XO. C'est la notation en fait. Deuxième cas, c'est l'aneuploïdie par excès. Elle va correspondre au gain d'un chromosome. Par exemple, on aura une trisomie. On a parlé tout à l'heure de la trisomie 21. Donc c'est le cas par exemple du syndrome de Klinefelter, où un individu de phénotype masculin aura un chromosome X en trop. Donc il aura XYX ou YXX. On note sa perte de chromosomes sexuels dans ce cas-là XXY. Donc c'est le cas également de certaines trisomies plus connues, telles la trisomie 21, ou que l'on appelle le syndrome de Down, la trisomie 13 ou syndrome de Patot, ou encore la trisomie 18 qui est le syndrome d'Edwards. Ces 2 dernières étant dans la plupart des cas non viables. Les trisomies autres que celles-ci sont souvent responsables de fausses couches spontanées. Une conception sur 2 s'arrête pour des raisons chromosomiques, donc aneuploïdie par défaut ou par excès. La tétrasomie ou pentasomie désigne les cas où le chromosome est respectivement quadruplé ou quintuplé, et là évidemment vous comprenez qu'il y aura de gros problèmes. L'aneuploïdie peut aussi se distinguer selon que l'on touche tout le corps, ça peut être dû à un problème avant la fécondation, ou ne concerne qu'une partie du corps. On parle alors d'individus mosaïques à la suite d'une non-disjonction mitotique après fécondation par exemple. Alors, aneuploïdie et cancer, quelle est la relation? Eh bien, d'éventuels liens directs ou indirects entre aneuploïdie et cancer font l'objet d'études, car les mitoses anormales produisent des cellules aneuploïdes et qui contiennent un nombre anormal de centrosomes, 2 caractères maintenant considérés comme indicateurs de cellules tumorales, c'est-à-dire qui provoquent des tumeurs. De plus, une cellule cancéreuse présente presque toujours des anomalies chromosomiques de structure ou de nombre de chromosomes, et l'anomalie de nombre, c'est-à-dire l'aneuploïdie, est souvent un facteur de mauvais pronostic. Donc il peut s'agir d'un événement très précoce et donc un acteur de la tumorigenèse, soit d'un événement tardif en relation avec l'agressivité de la tumeur, entre guillemets. Les cellules aneuploïdes sont typiques des tumeurs de grade 3, mais ne sont cependant présentes que dans 2 tiers des tumeurs de grade 2 et non présentes ou non détectées dans celles de grade numéro 1. Les causes, eh bien, différentes causes sont explorées ou connues, dont, premier point, l'exposition à des produits au rayonnement mutagène, des rayonnements mutagènes, c'est-à-dire qui provoquent des mutations.
Exposition à des polluants, hein, comme nous avons vu tout à l'heure, concernant l'étude des huîtres, concernant un pesticide qui se retrouve souvent dans l'eau, et certaines huîtres en subissent les conséquences concernant un nombre d'aneuploïdies importantes. Donc éventuellement, alors exposition à des polluants, éventuellement capable d'agir en synergie avec d'autres polluants ou facteurs environnementaux, phénomène notamment étudié chez l'huître creuse ou dans les naissins d'Ostraïdae. Voilà, donc voilà ce que nous pouvions dire globalement. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire concernant ces anomalies au cours de division cellulaire. Les causes et les conséquences des anomalies se déroulant au cours de la mitose et de la méiose ont été étudiées. On a vu que le fuseau mitotique ou méiotique est très important. Des anomalies par rapport au fait que ces protéines fibreuses vont attirer ou non à elles des chromatides, des chromosomes, etc. Chromosomes surnuméraires, ou alors il va en manquer un. Bon, vous pouvez imaginer un petit peu ce que vous voulez. Je pense que vous avez bien compris. Le cours est terminé. Merci.